Bonsoir. Journée d'études sur Fili Dabo Sissoko, le parcours du grand écrivain en politique, révisité et partagé avec la jeune génération, le chef du gouvernement, Shogel Kokala Meiga, désigné parrain de la journée. Sortie de la première promotion de l'École supérieure de journalisme du Mali, 21 diplômés, et la promotion porte le nom de l'éminent journaliste formateur Djomansi Bomboté, sortie de promotion présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Hajj 2022, session de formation pour l'encadrement de la filière gouvernementale, le ministre des Affaires religieuses du culte présent pour les dernières consignes pour une bonne réussite du pèlerinage édition 2022. Curage des caniveaux et gestion des déchets en cette saison des pluies débutantes dans le district de Bamako. Grand angle de ce journal, signé Valentin Roger Diallo. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Les journalistes, les jeunes journalistes à l'honneur dans ce journal. Donc, les 21 diplômés de la première promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication ont reçu aujourd'hui leur attestation de réussite. Leur parchemin, j'allais dire, la promotion porte le nom de l'éminent journaliste formateur malien. Je voudrais nommer Djomansi Bomboté. Les jeunes journalistes ont promis d'honorer tout simplement leurs parents. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc invité les jeunes soldats de l'information et de la communication à relever à un plus grand sens de la responsabilité et surtout préserver l'équilibre social en cette période. Boubacar Sissoko était présent. Ils sont 21 jeunes journalistes à recevoir leur diplôme de niveau licence professionnelle. Ce précieux sésame est le fruit obtenu à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication ESJSC, après 3 ans de dur labeur. Et ce n'est pas du fait du hasard si la promotion porte le nom de l'éminent journaliste formateur Djomansi Bomboté. Les nouveaux diplômés en journalisme mesurent la portée de la mission qui les attend. Ces années passées à l'École supérieure de journalisme ont été denses, en apprentissage, en émotions fortes et en riches rencontres. Nous nous engageons à faire honneur à notre établissement, à la profession, comme nous l'avons appris dans le strict respect de la morale, des règles d'éthique et de déontologie. Cette première promotion a agréablement comblé les attentes. L'administration de l'école sollicite les autorités pour la mise à la disposition d'autres formateurs pour la poursuite de la mission. Je vais insister là-dessus. En termes d'enseignants professionnels, la relève est loin d'être assurée. Et nous devons agir rapidement pour qu'elle le soit. Par ailleurs, l'école du journalisme est un établissement qui a ses spécificités. La formation requiert 2 fois plus de moyens que pour une faculté de droit ou de lettres, par exemple. Le parrain, par la voix de son représentant, ne doute pas un instant que ces jeunes soldats de l'information et de la communication sauraient relever le défi de l'excellence dans le secteur. La responsabilité du journaliste prend tout son sens en dévoilant des réalités inédites. L'exigence professionnelle qui prend appui sur la conscience professionnelle personnelle est nécessairement conditionnée par l'élaboration de pratiques rigoureuses, des principes et des codes de déontologie, une éthique professionnelle qui nous font l'obligation de traquer les faits avérés et de les exposer avec exactitude, bref, d'agir de manière indépendante et responsable. Les conseils pratiques ne manquent pas pour guider les pas de ces jeunes récipiendaires afin qu'ils puissent prendre leur envol dans le professionnalisme. Votre noble métier consiste à informer, c'est-à-dire éclairer la lanterne, sensibiliser, donc éclairer la lanterne de ceux qui croient, mais également de ceux qui doutent, réveiller ceux qui dorment, surtout en ces temps de crise où notre pays brûle au centre et au sud, impacter leur conscience et les faire se lever unis et prêts à se battre aux côtés de leurs dirigeants de la transition et ceux à venir après les élections générales qui seront organisées. Notre département, pour ma part,
vous assure son accompagnement dans votre mission. Je note avec satisfaction que nonobstant les difficultés de l'école auxquelles elle est confrontée, l'école est parvenue à des résultats tangibles dont la qualité mérite d'être saluée. L'école est le fruit d'une volonté soutenue en tout temps par les autorités de notre pays. Cette volonté reste intacte aujourd'hui, plus que jamais. J'ai bien entendu votre cri de cœur concernant l'insuffisance du personnel d'encadrement. Je suis sûr que M. le Premier ministre aussi l'a entendu. Et il sera alors plus facile pour moi d'aller le voir avec des propositions de solutions. Le gouvernement a consenti des efforts inlassables pour que ces jours soient. Les autorités du Mali apporteront toujours leur soutien pour relever les défis de la formation de qualité dans tous les secteurs. C'est pour cette raison que le chef du gouvernement diffondait beaucoup d'espoir à la presse afin qu'elle aide le Mali à retrouver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Notre pays est en guerre contre le terrorisme. Il est en guerre pour recouvrer son indépendance de décision, pour recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. La guerre que nous menons aujourd'hui marche sur deux pieds. Les militaires au front, les journalistes dans les médias. Je voudrais donc à cet effet en appeler un grand sens de la responsabilité, du sens de l'histoire, du sens du devoir vis-à-vis de la nation. Je crois que chaque propos d'un journaliste, écrit, dit, prononcé, doit tenir compte de la situation de notre pays, situation extrêmement fragile. Pour la presse écrite, le major est Boubacar Diallo, celui de la radio est Kwame Diarra et mademoiselle Aminata Sempara est certi-major de la spécialité télé. D'ailleurs, le chef du gouvernement a promis de nommer dans son cabinet mademoiselle Aminata Sempara de la spécialité télé comme chargée de mission. Bienvenue donc dans la profession. Juste rappeler que l'exercice de notre profession reste du domaine sacerdotal. La déontologie, surtout l'éthique. Et le journalisme reste une profession noble. Nous repartons au CNT, Conseil national de transition. Depuis hier, nous le savons tous, notre pays dispose d'une nouvelle loi électorale après son adoption par le CNT. Pour plus d'inclusivité autour de cette loi, 260 personnes représentant 87 entités ont été écoutés pour avis. Après le vote, Souleymane D, président de la commission des lois, qualifie le texte d'une loi de tous les Maliens. Il l'a dit au micro de Kadidja Toukone. Et il appartient au gouvernement de faire parvenir au Conseil national de transition un projet, et surtout un projet de loi, tel que c'était le cas, mais il appartient également au Conseil national de transition, de par ses prérogatives d'amendement, d'apporter le correctif nécessaire pour que la loi qui est la loi de tous les Maliens puisse embrasser, au moins prendre en charge les préoccupations de toutes les entités que nous avons écoutées. Je vous rappelle bien que depuis le 25 avril, la commission des lois est à pied d'œuvre pour l'examen de cette loi. Nous avons écouté 87 entités, 260 personnes pour arriver au résultat que vous avez vu, qu'une élection en temps de crise, une élection de sortie de crise ne doit pas reposer essentiellement sur de l'expérimentation, ou du moins qu'une élection en temps de crise doit obligatoirement obéir aux principes de participation, d'inclusivité et de consensus. C'est ce consensus que nous avons recherché, parce que si les Maliens ne sont pas d'accord autour de ce texte, nous ne sommes pas convaincus qu'on y arrivera à une élection quelconque. Voilà le travail qu'on était obligé de faire et qu'on a apporté avec l'ensemble des forces vives de la nation, à tel point qu'on n'a pas pu, avec le temps, aller vers ces forces vives de la nation qui ont accepté de venir à la côte de la commission, mais qui malheureusement n'ont pas pu avoir le retour de la commission parce que, évidemment, nous n'étions pas dans le temps. Voilà, Souleymane D, président de la commission des lois du CNT, nous le rappelons, ce sera d'ailleurs l'invité du 20h week-end de demain.
Le projet de loi fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel est au centre d'une journée d'information au Conseil national de transition. On fait le point avec Fousseni Tounkara. Et le système de protection générale concerne des biens culturels. Kani Elisabeth Sogoba, conseillère juridique du CICR au Mali, édifie les membres de la commission en charge des questions culturelles au CNT. Le cadre juridique qui protège les biens culturels en période de conflit est la thématique abordée. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une journée d'information organisée par le CICR. L'intérêt du CICR pour organiser cette journée, c'est qu'il y a un avant-projet de loi qui est en cours de discussion au niveau de la commission éducation et culture de la CNT par rapport à la protection et la promotion du patrimoine culturel au Mali. Et on voulait organiser cette réunion avec la commission pour attirer leur attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de conventions internationales auxquelles le Mali est parti, qui parlent spécifiquement de la même chose, de la protection du patrimoine culturel, mais en temps de guerre, et de mesures spécifiques qui peuvent être prises pour essayer de protéger les biens culturels en situation de conflits armés. Et donc on voulait soumettre quelques suggestions pour améliorer cet avant-projet de loi, pour bien tenir en compte la nécessité de protéger ces biens culturels en temps de guerre. Selon le président de la commission en charge des questions culturelles du CNT, cette séance leur sera d'un apport précieux dans le cadre du renforcement du projet de loi fixant le régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel, un projet qui est en étude. L'accompagnement du CICR est un signal fort pour la protection de notre patrimoine national. Il me plaît de préciser ici toute l'importance que notre commission accorde à cet événement, car le Mali est un pays de culture connu de tous, mais qui traverse aujourd'hui un moment difficile dû à la crise sécuritaire. Je reste donc persuadé qu'avec les éclairages de tous, et surtout de nos experts du CICR, nous serions en mesure d'envisager des actions pour protéger nos biens culturels en cette période de crise. Les propositions faites par le CICR pour améliorer les projets de loi relatifs au régime de la protection et de la promotion du patrimoine culturel sont consignées dans un document. Des propositions qui seront ultérieurement examinées par la commission culture. Pèlerinage 2022, le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes rencontre les encadreurs de la filière gouvernementale pour le pèlerinage édition 2022. Et cela, c'était pour donner les dernières consignes. Abdoulaye Sako et Mahamadou Sissé Sidibé ont assisté à cette rencontre. Suivant. Ces consignes du ministre en charge des Affaires religieuses vont permettre aux délégués de remplir convenablement leur mission une fois sur le site du Hajj, car c'est à eux que revient l'encadrement des pèlerins maliens de la filière gouvernementale tout au long de leur séjour, une tâche qui requiert un savoir-faire. La première consigne donnée est d'abord travailler de façon patriotique et savoir qu'on est là au nom de l'État. Deuxième consigne est qu'on doit savoir tous que Dieu est là pour nous tous et que Dieu nous regarde. La troisième consigne est que vraiment aller servir loyalement les pèlerins maliens et surtout en matière de restauration. Sinon le logement quand même ça va. Mais surtout la restauration, on a bien quand même mis l'accent sur ça. Leur rôle dans la facilitation aux autres de l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, les délégués en ont conscience. Ils sont prêts à relever le défi. Nous, les délégués, de faire tout, de ne pas tomber dans les accusations qu'on nous adresse souvent, de nous mettre au service de tous les pèlerins sans autant de faire des distinctions entre les pèlerins, les aider à faire tout ce qui rentre dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux. La formation que les délégués ont reçue cette année, j'espère que ça sera un grand moyen pour eux pour pouvoir servir les pèlerins et pour pouvoir honorer notre pays et pour pouvoir garder aussi l'honneur de notre pays par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces encadreurs qui doivent accompagner les candidats au pèlerinage de la filière gouvernementale sont pris en charge par le gouvernement. Fin de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement dans la région de Boukouni. Pendant 2 semaines, toutes les activités ont été exécutées à la satisfaction générale et cela à travers des conférences-débats, des émissions audiovisuelles, des visites de terrain et de sensibilisation. Jafar Aïdara et Djibril Bagayogo.
Cette 23e édition de la quinzaine de l'environnement qui vient de prendre fin était celle des grands défis à relever sur le plan de l'organisation matérielle et de la mobilisation sociale autour du grand chantier qui est la protection de l'environnement. Pendant 2 semaines, dans toutes les régions du Mali, en particulier celle de la région de Bougouni, les activités ont été exécutées avec une implication des autorités administratives, politiques et ONG à la satisfaction générale de toutes les parties prenantes à travers les conférences de débat, les émissions audiovisuelles, les visites de terrain, les activités de sensibilisation et d'information qui ont permis de mettre le doigt sur l'état de notre terre. Nous devons retenir que le combat pour la protection de l'environnement est un travail de longue haleine qui exige l'implication et la participation effective de toutes et de tous. Nous devons donc être des éco-citoyens soucieux de la sauvegarde de la planète pour notre progéniture. Chaque jour qui passe, nous voyant inactifs nous rend encore plus responsables de la destruction progressive de la nature. La quinzaine de l'environnement est devenue un événement vivant des actions de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. Son audience s'agrandit progressivement chaque année auprès des citoyens. Ses impacts sont croissants au fil des éditions. Elles ont permis d'identifier des opportunités et initiatives pour se relever ensemble de la sécheresse, pour un mieux vivre des populations sahéliennes frappées par ce fléau. À noter que le ministre Koné a félicité les partenaires techniques et financiers et la région de Bougouni à travers le général de brigade de Kéba Sangaré pour la réussite de cette 23e édition de la quinzaine de l'environnement et donné rendez-vous en 2023 à Gao. Et la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin de chaque année, coïncide avec la clôture des activités justement de la quinzaine de l'environnement. C'est ainsi que les membres du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires ont magnifié cette journée à travers une rencontre en leur siège. Un outil appelé biodigesteur a été présenté au public pour une production de gaz à travers des déchets biodégradables. Koumba Sissé, compte rendu. La lutte contre le déboisement et les effets du changement climatique occupe une place de choix parmi les activités du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Pour concrétiser cette vision, les membres du RFMP sont sortis pour célébrer la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée chaque année le 17 juin. L'objectif du RFMP demeure inchangé, à savoir continuer de lutter contre le déboisement, contre les changements climatiques, en présentant des projets novateurs qui s'inscrivent à la fois dans la diminution des gaz à effet de serre, l'atténuation-adaptation des populations aux effets des changements climatiques et la lutte contre l'exploitation abusive des ressources naturelles. La production du gaz est un projet du RFMP en gestation. L'exemplaire de l'outil de production fabriqué par le Centre Père Michel a été présenté au public. Le biodigesteur, nous avons le support en bas et après nous avons la bassine, c'est le bac à déchets. Nous avons le bidon qui est en haut, c'est le collecteur de gaz. Donc, et ensuite, la quatrième partie, c'est la tuyauterie. Notre environnement a besoin d'être assaini et ce projet du RFMP et du Centre Père Michel est salutaire et mérite l'accompagnement de tous. Chaque Malien produit en moyenne par jour plus de 2 kilos d'ordures. En matière d'environnement et d'assainissement, nous avons des potentialités pour créer des milliers d'emplois verts. Et le Centre Père Michel vient de nous prouver cela aujourd'hui. Et cela va nous permettre de lutter contre le chômage des jeunes et d'assainir nos villes et de protéger nos forêts. Dans l'avenir, toutes les familles peuvent produire du gaz à travers des déchets biodégradables. Les initiateurs du projet veulent donner ainsi un nouvel élan à la bonne gestion des déchets. La 18e session du conseil d'administration de la cellule technique d'appui aux collectivités territoriales. C'est un budget qui se chiffre à plus de 671 millions de francs CFA. Sokona Kamisoko.
La cellule technique d'appui aux collectivités territoriales, la CETAC, a désormais son manuel de procédures techniques, administratifs et financiers, un document d'orientation et de planification qui permet à la cellule d'être plus performante dans l'accomplissement de ses missions d'appui aux collectivités. C'est l'une des décisions issues de la 18e session du conseil d'administration de la CETAC. Les administrateurs ont également évalué les projets confiés et mis en œuvre par la cellule au cours des dernières années. Projets dont l'enveloppe totale s'élève à plus de 24 milliards de francs CFA. Malgré le contexte difficile, la CETAC a réalisé un taux d'exécution du programme 2021 de l'ordre de 62,42% et un résultat net de 15 024 811 francs CFA. Aussi, le budget prévisionnel de l'année 2022 s'élève à la somme de 671 193 466 francs CFA contre 777 664 457 francs CFA, soit une diminution de 15%. Les performances réalisées par la CETAC sont loin d'occulter les difficultés rencontrées au cours de l'exercice écoulé, difficultés qui ont fortement impacté la réalisation de certains grands projets et les recettes de la structure. Ce qui n'a pas marché, tout le monde sait ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Donc ça ne favorise pas le développement. En termes de perspective, le conseil d'administration nous a instruit d'aller davantage vers les collectivités. Nous avons déjà signé une convention avec la commune de Séléngué, qu'on appelle commune de Baya. Et nous sommes en discussion avancée avec certaines communes telles que la commune urbaine de Mopti, la commune de Sobra et bien sûr avec les communes du district de Bamako. La cellule technique d'appui aux collectivités territoriales est perçue comme une structure clé pour promouvoir davantage le développement communal. Vous l'aurez compris, grand format de ce journal, saison de pluie qui rime avec inondation. Le curage des caniveaux pourrait permettre d'éviter cela. Le curage des caniveaux est souvent source de désagréments quand les déchets ne sont pas ramassés à temps. C'est ainsi que Valentin Roger Diallo et Aruna Diarra se sont promenés dans le district de Bamako pour voir certains travaux de curage et surtout se renseigner sur la gestion justement de ces déchets. Dans la ville des Trois-Caïmans, saison pluvieuse est souvent synonyme d'inondation. Le curage des caniveaux pour permettre l'évacuation des eaux peut permettre d'éviter de pareilles situations malencontreuses. À l'ACI 2000, Kassim Kamaté et son binôme s'activent pour curer un caniveau devant une quincaillerie. En contrat avec une entreprise, ils disent avoir commencé ce travail depuis un bon moment en prélude à l'hivernage. On fait ce travail pour permettre à l'eau de couler normalement. Ce n'est pas évident de ramasser les déchets le même jour quand c'est mouillé. Cela peut salir le goudron lors du transport. On est obligé de les laisser sécher, mais entre-temps, c'est vrai qu'il peut pleuvoir. Cela n'est pas notre souhait. L'objectif, c'est vraiment d'empêcher les inondations. On souhaite juste que les déchets soient ramassés à temps. Ce qui est sûr, il faudra éviter que les détritus trônent longtemps au bord des caniveaux pour éviter des désagréments. Cependant, des caniveaux bien curés avec les déchets déjà enlevés, nous en avons aussi vu. Des dalles posées ont carrément été déplacées pour leur nettoyage. Des dalles qui attendent toutefois d'être remises à l'endroit. Certains caniveaux bien curés à ciel ouvert laissent aussi circuler de l'eau tranquillement après le travail bien fait. Pendant que d'autres attendent impatiemment que les déchets soient ramassés pour libérer la partie occupée du goudron. À quelques encablures de là, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied pour sortir les déblais d'un caniveau qui était complètement bouché. À l'aide d'une benne pelleteuse, les résidus sont rassemblés sur le bas-côté en attendant le retour du camion pour les charger et les déverser hors de la ville. Nous avons commencé ce travail le 25 du mois passé. On charge les déblais dans le camion pour les déverser ensuite à Taliko sur les collines. Nous avions curé cette partie, mais il fallait refaire l'autre car il a plu entre-temps. Ce travail est apprécié à sa juste valeur. Quand les déchets restent longtemps sans être ramassés, cela peut provoquer des accidents. En cas de pluie surtout, le travail ne servira à rien.
Pour cette année, vraiment nous sommes contents. Ils ont même soulevé des dalles pour curer les caniveaux. Faisant un tour à la mairie de la commune 4, le deuxième adjoint au maire nous fait comprendre que la gestion des déchets après le curage des caniveaux est assez complexe. Il y a le ministère des Transports qui est en train de faire et de refaire, de réhabiliter certains collecteurs et caniveaux. Donc, et c'est une part. Et puis il y a des particuliers, précisément dans l'ACI, n'est-ce pas, qui presque à chaque hivernage, début d'hivernage, font le curage des caniveaux et les déblais, bien sûr, souvent sont enlevés en retard et ça peut amener vraiment d'autres encombrements des caniveaux. Les particuliers procédant au curage des caniveaux et laissant traîner les détritus s'exposent à des sanctions. Nous, on ne fait que sensibiliser, les dire, les bonnes manières de faire. Si normalement ils font le curage, normalement ils doivent s'adresser à la mairie et la mairie leur donne, parce qu'il y a assez de désagréments, il peut y avoir aussi des trucs d'insécurité à l'intérieur. Il faut que la mairie leur donne l'autorisation de faire, comme ça la mairie peut suivre. Le bon sens étant la chose la mieux partagée, les habitants espèrent seulement ne pas voir traîner les déchets après le curage des caniveaux. L'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, en collaboration avec des universités partenaires des États-Unis, a organisé une journée d'études sur Fili Dabo Sissoko. Il s'agit, à travers cette journée, de retracer le parcours de l'homme et les œuvres littéraires qu'il a laissées à la postérité. La journée était placée sous la présidence du chef du gouvernement, Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Noum Sissoko était présent. Grand écrivain et grand homme politique du Mali, Fili Dabo Sissoko l'a été. Ses œuvres littéraires et son parcours politique restent peu connus du grand public. C'est pour mieux faire connaître l'homme aux dimensions multiples que l'ULSH, Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, en collaboration avec les universités partenaires des États-Unis, a organisé une journée d'études à lui dédiée. Fili Dabo Sissoko, né le 15 mai 1900 à Orokoto, dans le cercle de Bafoulamé. Après ses études primaires à Bafoulamé, le jeune Fili Dabo s'inscrivit à l'école normale William Ponty de Gorée au Sénégal, où il obtint le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'AEF en 1915. Puis, il décrocha le diplôme supérieur d'études primaires de l'AEF en 1918. Il a publié beaucoup d'articles depuis 1929 jusqu'à 1950. À partir de 1953, il a publié beaucoup d'ouvrages, comme recueil de poèmes, vous avez Armakis, poème de l'Afrique noire. Comme roman, vous avez La Passion de Djimé. Vous avez aussi un ouvrage un peu autobiographique, La Savane Rouge, qui a d'ailleurs obtenu la mention spéciale du au Festival des Arts Nègres de Dakar. Définition de certains axes de recherche, ça passe par des recherches au niveau des archives de Fili Dabo, ça passe par essayer de constituer des archives auxquelles un grand nombre pourrait avoir accès, essayer de digitaliser les archives si on en a l'occasion, penser à des traductions de textes de Fili Dabo, du français à l'anglais, parce que malheureusement son œuvre n'est pas très connue dans les milieux anglophones. Fili Dabo Sissoko, l'enfant de Horokoto et ex-chef de canton de Nyambia, était beaucoup attaché à la défense de l'identité culturelle africaine et aux valeurs de la société malienne. Il était fidèle dans l'amitié. Et Fili Dabo était un érudit. C'était un traditionnaliste. C'est le premier homme noir qui est rentré au Palais Bourbon en cotonnade. En cotonnade, je précise bien. Habit, tout. Et il avait une chaussure qu'il portait qu'on appelle Fili Dabo. À présent, on l'appelle chaussure Fili Dabo. L'engagement politique de Fili Dabo Sissoko était fondé sur des principes d'indépendance, d'affirmation de soi et de respect. Fili Dabo régulièrement disait « L'école commence à la maison ». Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de l'enfant. Notre plus grande richesse, c'est nous-mêmes. Investir dans l'homme, c'est investir dans notre avenir. Il ne sert à rien de changer le système sans changer le citoyen. Ayant pris la mesure des défis à relever face à un système de domination et d'exploitation, conçu dans l'intérêt exclusif de la métropole,
Fili Dabo s'est investi à la fois en tant que chef de canton, leader politique et écrivain. À ce titre, il est amené à jouer les premiers rôles, respectivement député du Soudan-Niger, grand conseiller de l'Afrique occidentale française, président du Conseil territorial, membre de la délégation française à l'ONU, président du Parti progressiste soudanais. Il est présent sur les grands chantiers pour répondre aux revendications et aux aspirations profondes des peuples colonisés, se préoccupant surtout de faire évoluer les rapports entre la France et les colonies. Fili Dabo Sissoko reste un monument de la littérature et de la politique que la jeune génération doit découvrir et s'inspirer de ses idéaux pour l'édification du Mali, selon le Premier ministre. « 6 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui à la scolarisation des filles PASCOFI qui vient d'être lancé en 4e région. On fait le point avec Honoré Tchenou. PASCOFI est le projet d'appui à la scolarisation des filles qui vient d'être lancé en 4e région. Il touche plus de 15 000 bénéficiaires des régions de Ségou et Mopti, dont 7 000 environ dans la région de Ségou. PASCOFI sera mise en œuvre par l'entraide universitaire mondiale Canada pour un coût global de près de 6 milliards de francs CFA. Il s'agit donc au cours de ce lancement de présenter le projet aux autorités régionales en vue de leur appropriation. Ces 2 dernières années, le taux d'achèvement des filles au premier cycle de l'enseignement fondamental a chuté et est jusqu'à 43%. Donc nous osons espérer que notre intervention va booster ce taux pour le relever et le ramener au taux d'avant-crise. La communication sur les rôles et responsabilités de la mise en œuvre du projet sont entre autres activités du lancement qui permettent de mieux cerner le projet PASCOFI. Vivement au projet PASCOFI, à tous les projets qui interviennent dans ces secteurs-là, dans le secteur de l'éducation en général. Aujourd'hui, notre école, elle est chancelante et sans l'appui des partenaires, elle risque de se retrouver en agonie. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est le constat que j'ai fait sur le terrain. Qu'il me soit permis de rappeler que cette initiative qui propose des solutions innovantes vise à long terme à l'amélioration durable des résultats d'apprentissage des filles au premier cycle de l'enseignement fondamental dans les régions de Mopti et de Ségou, fragilisées par le conflit au Mali. Le projet PASCOFI s'étale donc sur 5 ans et ambitionne également d'organiser des cours de rattrapage à l'intention de 4000 filles pour les régions de Ségou et Mopti. À Tinao, cœur chef-lieu de la commune de Tilemsi, les leaders traditionnels des communes sédentaires sont allés à la rencontre de leurs homologues nomades pour lutter ensemble contre la prolifération des armes légères. Et l'initiative portée par le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble. C'est ce que nous dit Sambaré Aïdara. C'est dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères que le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, Razalao, a initié cette caravane. Une caravane qui a permis pour la toute première fois aux leaders traditionnels sédentaires d'aller à la rencontre de leurs homologues nomades à Tinaouker dans le Tilemsi. L'objectif est de renouer avec le dialogue qui caractérisait la coexistence pacifique entre ces communautés. Je suis très content d'avoir aujourd'hui l'ensemble des chefs de village de la commune de Sonia-Liver assister à une rencontre de cohésion sociale de vivre ensemble. Vraiment, c'est un renforcement du vivre ensemble que je vois aujourd'hui avec les chefs de fraction de la commune de Tilemsi. Les communautés nomades hôtes de la rencontre ont salué cette initiative qui doit être consolidée pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce sont nos frères, on se connaît mais on n'a jamais eu la chance de les accueillir chez nous. C'est une joie pour nous. Cela nous a permis de traiter beaucoup de problèmes. Donc on remercie les Razalao et on souhaite, on demande encore un appui aux Razalao pour nous permettre de tenir ce genre de rencontres dans les différents villages et dans les différentes communes voisines. Nous, la jeunesse, on est avec tout ce qui ramène la paix entre nos communes, dans nos terroirs. Pour le président du Razalao, le thème de cette rencontre n'est pas fortuit et le pari est en passe d'être gagné.
comme plusieurs intervenants ont dit, chaque Malien se considère comme un acteur de la lutte contre la prolifération illicite des armes. C'est de ça que nous on a besoin, Rezalaou. Impliquer les populations elles-mêmes dans la sécurisation de leur cité. La rencontre de Tina Oker a visiblement brisé le mur de méfiance entre sédentaires et nomades. Des communautés qui vont désormais unir leurs efforts pour asseoir une paix durable dans leur espace commun. 25e Assemblée générale ordinaire de la Caisse Nyesigiso avec à l'ordre du jour l'élection des membres du conseil d'administration. Mohamed Sangari a suivi pour nous. C'est devant les délégués que le directeur général de la Caisse Nyesigiso a présenté le bilan 2021 réalisé par les réseaux Nyesigiso. De ces bilans, il ressort que les indicateurs du réseau des caisses Nyesigiso sur le plan financier ont connu un résultat croissant. Une performance ovationnée par les sociétaires de la Caisse au cours de cette 25e Assemblée générale ordinaire. Un total des ressources du réseau qui passe de 1 milliard 515 millions en 2020 à 3 milliards 603 millions en 2021, soit une croissance de 140%. Le total des produits financiers du réseau Nyesigiso est passé de 3 milliards 602 millions en 2020 à 4 milliards 62 millions en 2021, soit une augmentation de 13%. Au-delà de ces performances, l'Union entend relever les défis, surtout liés au renforcement des fonds propres de toutes les entités du réseau. Pour relever ces défis de la capitalisation, nous comptons d'abord sur les compétences à l'interne pour mettre en œuvre les mesures ou actions concrètes consignées dans le plan de mise en conformité à la réglementation adopté par le conseil d'administration en 2021. Le président du conseil d'administration du réseau a apprécié le bilan présenté par le directeur général Modibo Koulibaly. Nous pouvons nous réjouir des résultats enregistrés durant l'exercice 2021, tant dans les caisses qu'à l'Union. Les principaux indicateurs de portée et de gestion sont en nette progression, malgré un environnement d'incertitude lié à la crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Les chiffres arrêtés au 31 décembre 2021 donnent de l'espoir tant sur les indicateurs de portée que sur certains comptes de gestion. À l'issue de cette 25e Assemblée générale de l'Union Nyesigiso, les dirigeants sortants et quelques agents ont été récompensés à travers des distinctions et des prix pour leur travail bien fait au cours de l'année 2021. La synergie des transporteurs routiers a tenu une rencontre de concertation. C'était à la Maison de la Presse pour informer l'opinion nationale, internationale et les membres du CNT les difficultés auxquelles le secteur des transports est confronté dans notre pays et à l'international. Agibou Koulibaly. Cette rencontre de concertation entre les membres du CNT et la synergie des transporteurs routiers du Mali vise à expliquer les problèmes qui assaillent le secteur. C'est pour donner des explications concrètes aux transporteurs, aux membres du CNT, pour que au moins les gens puissent savoir exactement ce dont les transporteurs souffrent. Ce cadre est mis à profit pour débattre les thèmes comme l'inorganisation des acteurs du transport routier dans son ensemble, les tracasseries routières, le non-respect des textes régissant l'évacuation des marchandises maliennes en transit dans les pays côtiers de la sous-région, entre autres. Le collectif pour la refondation du Mali est à côté de la synergie des transporteurs routiers pour la défense de leurs droits dans le secteur des transports routiers. Et quand on est député ou membre d'un organe législatif, c'est du rôle de l'organe législatif de défendre le droit de la population. C'est dans ce sens que nous sommes là, pour voir au clair les textes et aussi les problèmes auxquels les transporteurs sont confrontés. La synergie des transporteurs routiers, initiatrice de cette rencontre, regroupe le syndicat national des transporteurs routiers, urbains, interurbains et internationaux du Mali, le syndicat des transporteurs par autobus et la fédération des groupements des transporteurs agréés du Mali.
Et la transition est toute trouvée pour vous faire part de ce communiqué de l'ADEMA PAJ qui salue l'adoption par le CNT de la nouvelle loi électorale qui permet de rassurer les acteurs du processus électoral ainsi que les partenaires de notre pays engagés pour la réussite de la transition. L'ADEMA PAJ rappelle que cet acte historique posé par l'organe législative de la transition consacre un engagement fort des autorités à créer les conditions pour la réussite de la transition et à mettre fin aux souffrances des populations victimes des sanctions économiques et financières de plus en plus insupportables. L'ADEMA PAJ invite tous les Maliens à l'union sacrée autour du Mali et en appelle au sens élevé du devoir et du patriotisme pour un Mali uni, stable et prospère. Point Covid du jour, sur 589 tests réalisés, un cas positif, 2 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, vient de me rejoindre sur ce plateau Seragatou Cissé qui est en pleine forme pour nous parler de l'actualité sportive de ce week-end avec déjà tenu ce matin du Conseil national extraordinaire de basketball. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, l'état de l'évolution de la situation actuelle de la fédération de tutelle et les perspectives. Encore une fois, bonsoir Seragatou Cissé. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Effectivement, la crise secouant la fédération malienne de basketball, le démarrage tardif du championnat national de première division, les propositions de sortie de crise et les recommandations étaient les principaux sujets sur la table des discussions. Les délégués se sont parlé à cœur ouvert. Assa Soumaré. Des délégués venus de toutes les ligues de l'intérieur et du district de Bamako ont pu examiner les rapports d'activité des différentes commissions fédérales. Après les débats houleux mais empreints de fair play, les participants ont dégagé des recommandations. Le Conseil a pu examiner aussi la vérification des mandats, les débats simples qui ont permis de dégager des postes formulés en recommandations pour des résultats meilleurs. Des recommandations aussi qui bénéficieront de l'attention du département du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Conseil a parlé des grandes orientations. Toutes les actions doivent aller dans le sens du rassemblement. Enfin, le Conseil a exhorté que les grandes idées à encourager soient celles de la solidarité entre dirigeants sportifs sous-tendus par une discipline collective. À présent, en Coupe du Mali de football, au niveau des dames, les quarts de finalistes sont connus. Oui, l'AS Mali tenante du titre sera dans le même wagon que l'AS Real, les Super Lions de Hamdallah. Les Amazones de la Commune 5, Santor UFC, l'AS Police, l'AS Momo de Sikasso et Lusfas. La Ligue de Bamako a 7 représentants contre 1 à la Ligue de Sikasso. On attend avec impatience le tirage au sort de ces quarts de finale de la Coupe du Mali de football chez les dames. A signalé lors des 8e de finale à Ouétouré des scores qui donnent des vertiges 16-1. 12-1, 8-0 et 7-0. Et la CAF aussi qui vient de dévoiler la liste officielle des arbitres, tenez-vous bien, des arbitres féminines retenues pour la CAN de la catégorie au Maroc. Parmi elles, notre compatriote Fanta Idrissa Koné. Oui. Une fierté, j'allais dire. Tout à fait. Arbitre assistante de métier, Fanta Idrissa Koné va participer à sa 3e CAN après celle de 2014 et 2016. Au plan international, Fanta était à la Coupe du Monde des moins de 17 ans féminine en 2018. Elle s'apprête à y aller à la Coupe du Monde féminine en 2023 en Nouvelle-Zélande. Fanta Idrissa a à son palmarès plusieurs matchs internationaux, interclubs et des séries de formation de haut niveau. Voilà, donc je pense que c'est tout pour l'actualité sportive. Nous espérons avoir d'autres informations. Voilà, avant de boucler ce journal, Bamako a vibré. Hier soir, j'allais dire musicalement, l'artiste Prince Diallo avait donné rendez-vous à ses fans pour une soirée de communion pour la paix et la montée en puissance des femmes.
Vous voyez bien sur les images, le public a tout simplement répondu à l'appel de l'artiste du moment, Prince Diallo. Beaucoup d'artistes également ont fait le déplacement du Palais de la Culture. Et vous allez le voir, il y aura une image très forte. Et voilà, malheureusement, l'image forte n'est pas venue, mais nous sommes à mesure de vous dire l'image forte de la soirée d'hier, c'était les retrouvailles. Le duo Sidiki Diabaté et Ibawan qui, depuis des années, ne s'étaient pas retrouvés sur un même podium. Et cela, c'était pour le bonheur du public qui a fait le déplacement du Palais de la Culture de Bamako. Seragatou Cissé, vous n'avez malheureusement pas été présent à cette soirée. Non, tout à fait. Compte tenu des activités sportives, c'est pas évident d'y aller à un concert. Voilà, donc ça va être pour la prochaine fois. En tout cas, une soirée tout simplement magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met un terme définitif à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente nuit à tous nos téléspectateurs de par le monde. Qu'Allah bénisse le Mali.